Merci à vous. J'espère que vous ne trouverez pas ma question tout à fait anecdotique, mais en vous écoutant, j'ai pensé à cet amour particulier, ou je ne sais pas si le mot amour est convenable, cette attraction particulière qu'il y a en ce moment dans les films et dans de nombreux livres pour ce qu'il est convenu d'appeler les psychopathes. Or, dans votre conférence, vous avez surtout parlé des pervers qui, faisant du mal à l'autre, sont capables de comprendre sa terreur et sa douleur et sa souffrance. Or, ce qui nous est dit des psychopathes, c'est que justement, il y aurait quelque chose, peut-être qu'il y a un manque de neuromédiateurs, que sais-je, qui ferait qu'ils ne sont pas sensibles à cette terreur, à cette souffrance, qu'ils ne sont pas capables de se la représenter. Et je me demandais en fait si cette attraction particulière dans les films et dans les livres n'était pas un reflet de cette interrogation éthique que nous avons justement actuellement, peut-être au niveau international. Et ensuite, je vous passerai la parole, bien sûr. Je me suis arrogé le droit de poser une première question. Dominique, je vais répondre en 2 temps à votre question. Premièrement, le psychopathe vrai, à la limite, ne doit pas être soumis à un jugement s'il s'avère éventuellement qu'il n'avait aucunement la capacité d'agir autrement qu'il a agi. Ça, c'est le problème extrêmement important de la responsabilité. Lorsque je commets un délit, imaginons que là, au mois de mai, le printemps a dénudé les jambes des femmes, elles sont extrêmement attrayantes, et que j'en agresse l'une sexuellement parlant. Si je suis devant le juge pour agression sexuelle, je pourrais lui expliquer qu'il y a des mécanismes physiologiques, les hormones, la pulsion, le désir, qui sont des ressorts à mon action et que je n'en suis pas responsable. Mais le juge, très justement, me dira, écoutez, il ne faut pas exagérer. Certes, nous savons ce que sont les désirs, les pulsions, mais en règle générale, justement, vous avez été doté des capacités intellectuelles pour les maîtriser. Et donc, vous êtes bien responsable de ce que vous avez fait. Vous en êtes responsable et vous serez condamné. Maintenant, s'il s'avère que j'ai une psychopathie telle que je pouvais nullement y résister, nullement, dans ce cas-là, on m'amènera à l'asile, à l'hôpital psychiatrique, et on ne me jugera pas. On ne peut juger que pour ce dont on est responsable. Alors, ce que je dis est schématique, bien évidemment, parce qu'il y a toute une gamme. Et on essaye, chaque fois que possible, de juger des délinquants, même lorsqu'ils ont des éléments de désordre mentaux, car ne pas les juger, c'est les déshumaniser. Les juger, c'est leur faire reconnaître qu'ils n'ont pas tout abdiqué d'une part de responsabilité. Voilà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, oui, vous avez raison. Et je n'avais pas pensé à cette image, mais je me promets de la réutiliser. Je pense que l'illogique, je ne parle même pas de la logique, l'illogique du monde actuel, qui sait très bien que ce qu'il fait ne peut qu'aboutir à la catastrophe, mais qui le fait néanmoins, est profondément un signe d'une psychopathie sociale. Au premier rang, il y a une question. Vous pouvez apporter un micro, s'il vous plaît? Je voudrais simplement réagir à l'utilisation du terme de mère porteuse qui instrumentalise la femme et qui, me semble-t-il, gomme son rôle dans la transmission génétique. Et malheureusement, c'est un terme qui est très couramment utilisé. Alors moi, je suis d'accord avec vous. Je parlais effectivement de la gestation pour autrui. Je peux l'utiliser de préférence à mère porteuse. Mais la raison pour laquelle on dit mère porteuse est une raison législative, légale. C'est que, je vous le rappelle, et moi je suis partisan que ça reste comme cela. On peut ne pas être d'accord, vous et moi. Le droit romain nous dit que la mère d'un enfant est la femme qui en accouche.
Et je considère qu'il est extrêmement sain de garder cette définition. La mère d'un enfant et la femme qui en accouche. Question. Je voudrais apporter une précision, mais j'avais une autre question. Mais là, en ce qui concerne la mère porteuse et la naissance assistée, il existe deux sortes de mères. L'une qui prête son ventre, on implante un embryon, et c'est la vraie mère porteuse. Et puis vous avez la mère aussi à laquelle recourent certains de mes amis homosexuels, qui est de faire un enfant à une copine. Et ça, c'est tout à fait légitime, c'est une vraie gestation. Mais c'est un petit... Je vous laisse d'abord être contente de la part des Tropéziens de vous avoir offert ce moment de plaisir matinal. Il est le nôtre tous les jours, et nous sommes heureux de vous avoir offert doublé de la satisfaction d'une BA. Ça, c'est bien. Je voulais donc vous remercier de nous avoir offert en retour un grand moment de plaisir intellectuel dont nous sommes ici cruellement privés. Je vais me permettre, puisque vous êtes déshabillés devant nous, aimablement, de vous dire que... Décemment quand même, décemment. Si j'avais été la seule femme, je vous aurais dit « Va, je ne te hais point », comme l'a dit Chimène. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup de séduction, et vous avez égratigné avec charme et séduction nos édiles. Je veux les venger. En vous disant que, darwinien que vous êtes, vous devez respecter les lois. Or, vous avez oublié de respecter, là je vais être cuistre, les lois de l'Académie française, selon lesquelles l'imparfait du subjonctif, dont vous faites un usage outrageant, est prohibé. C'est à l'agrégation l'occasion de vous enlever un point. Bon, je vais continuer plus sérieusement sur Gilgamesh. Ma lecture de Gilgamesh, c'est que c'est une fable sur l'homme dans sa totalité, avec ces transgressions terribles de la violation des femmes, mais avec un pouvoir de pardon par l'aide à l'orphelin et à la veuve. Que son double, envoyé par les dieux comme Ève, a été créé pour assister Adam, et sa part peut-être féminine, fragile puisqu'elle meurt et qu'il doit l'assister. Et je pense que cette part féminine vient du fait que le fameux envoyé de Dieu a été formé par des houris, par des femmes prostituées. Donc il a la charge complète de la féminité. Et à ce propos, j'aimerais, votre aimable autre conférencier n'a pas voulu répondre à ma question, il a fait semblant de croire qu'il y avait deux questions. En fait, ma question était, l'autre jour, celle sur l'éthique différente des nôtres, qui fait de la femme un objet complet, sans aucun droit, sans aucune délibération possible sur son corps. Elle est simplement l'occasion de transmettre des gènes importants et légitimement préservés dans cette civilisation. Je ne donnerai pas de nom, nous allons voter une loi sur le vote des étrangers, nous allons être exposés peut-être à adopter certaines coutumes. Je ne veux pas faire de polémique politique ici, mais j'aimerais bien qu'on me réponde sur la responsabilité d'une éthique qui s'appuie justement sur des règlements qui condamnent la femme totalement à l'esclavage. Merci. Merci, madame. Tout d'abord, je dois avouer que j'ai assez peu égratigné les édiles de Saint-Tropez. Je les ai remerciés considérablement de nous avoir donné l'occasion. Vous savez, c'est rare dans une petite ville comme Saint-Tropez d'arriver à consacrer comme cela, au mois de décembre, 3 jours à traiter vraiment de ces questions. Donc vous avez tout de même une chance que je relève là. Maintenant, pour ce qui est des mères porteuses, nous sommes tout à fait d'accord, vous et moi, sur ce point. Ce que j'ai dit devant les différentes commissions parlementaires qui m'ont un nombre incalculable de fois interrogé sur le sujet, c'est que j'étais favorable, en tout état de cause, à ne rien modifier de la loi dérivée du droit romain, selon laquelle la mère est la femme qui accouche d'un enfant. Maintenant, j'ai demandé également à ce que l'on facilita, merci, j'ai demandé par conséquent à ce que l'on facilite
Je répondrai sur le subjonctif, forcément. À ce que l'on facilite plusieurs éléments. Premièrement, la manifestation d'une solidarité de cet ordre. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible pour une femme d'abandonner un enfant qui peut être adopté en adoption plénière par une autre. Et simplement, si cette femme qui a mis l'enfant au monde veut le garder, rien ne peut l'obliger effectivement à l'abandonner. En revanche, si elle l'abandonne, tout est autorisé pour que cet enfant soit adopté. Et de ce fait, porter un enfant de manière solidaire pour une autre femme qui vous est très chère est tout à fait possible dans ce concept-là, sans autoriser de ramener par contrat la femme à un utérus sur pattes, ce à quoi je ne suis réellement pas prêt. L'imparfait du subjonctif, je l'utilise très habituellement là où il est encore habituel, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier, après évidemment les conditionnels ou les imparfaits. Et ça, je l'ai toujours utilisé et je revendique le droit de le faire. Parfois, tout simplement parce que ma liberté individuelle, dès lors qu'elle n'attende pas à la vôtre, est quelque chose qui fait partie de mon éthique personnelle. Une question, madame ou monsieur? J'ai pas terminé à la réponse. La part féminine qui existe en nous-mêmes et qui aurait été inculquée à Enkidu grâce à son humanisation par cette société de femmes prostituées est un élément qui en effet est une lecture de cela, mais il y a une autre lecture aussi. C'est qu'on trouve très singulièrement un épisode qui a des traits communs avec cette humanisation d'Enkidu avant qu'il n'aille affronter Gilgamesh. C'est dans le Nouveau Prométhée, Frankenstein, le Nouveau Prométhée de Mary Shelley. Dans ce livre extraordinaire, vous vous rappelez probablement qu'après que la créature s'est enfuie, elle s'est réfugiée à un moment donné dans la Hollande, dans une forêt profonde, au milieu de laquelle il y a une clairière. Au centre de la clairière, il y a une maison. Et au centre de la maison, il y a une famille. Et dans cette famille, l'homme aime la femme, qui aime l'homme, et cet homme et cette femme ont des enfants qu'ils aiment. Et ces enfants disent maman, ils disent papa. Et la créature est là, cachée par la forêt, qui voit le spectacle. Et elle voit que si elle veut être créaturisée, qui est le néologisme que j'invente équivalent d'humaniser, il lui faut un alter ego qui la regarde, elle, la créature, comme un autre elle-même. Et c'est la raison pour laquelle cette créature va revoir Frankenstein pour lui demander de fabriquer son homologue féminin, ce que commencera de faire Victor Frankenstein, et puis il s'interrompra, et c'est la raison pour laquelle il sera poursuivi par la sauvagerie revancharde de la créature jusque dans le Grand Nord. Dans cet épisode-là, on voit très bien que la sauvagerie de la créature incomplète, l'incomplétude de la créature de Victor Frankenstein est aussi qu'elle n'a pas été humanisée par un être équivalent, et ici, un être féminin équivalent. De la même manière que Enkidu n'aurait pas pu être humanisé, il serait resté une créature sauvage s'il n'avait pas été mis dans cette société de femmes prostituées. Et le dernier point qui est celui de votre déclaration sur la différence du statut des femmes, vous avez bien compris qu'une des raisons pour lesquelles, quand bien même je ne serais pas persuadé pouvoir le démontrer en raison, il m'apparaîtrait de toute façon intuitivement, totalement essentiel, de me référer à une base universelle des droits de l'homme et de la définition du bien et du mal, c'est effectivement que tout en moi m'indique que les personnes humaines de sexe féminin, un peu plus de la moitié du genre humain par conséquent,
Rien ne peut justifier qu'elle soit traitée comme vous le dites, au nom d'une particularité culturelle et historique de certains pays. Rien, rien. Et pour que je puisse ne pas l'accepter et le condamner, tout en acceptant naturellement la diversité culturelle, il faudrait de toute façon que je puisse me ramener. Vous voyez là, j'ai été la première personne du singulier, je n'ai pas utilisé le subjonctif. Que je puisse me ramener par conséquent à la notion de règle universelle qui s'applique également à elle. Ce sont des êtres humains de sexe féminin et évidemment la manière dont elles sont traitées contredisent cette base ontologique de notre commune humanité qui est la réciprocité. C'est inacceptable, ce ne peut être accepté. Une question là-bas au fond, mais je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, je ne vous vois pas. Bon, je voudrais poser deux questions, une à l'historien et au généticien. Que pensez, est-ce que vous pourrez nous rappeler, et était-ce une métaphore ou une légende, l'épisode selon lequel l'empereur Frédéric aurait voulu savoir dans quelle langue s'exprimaient des enfants et les aurait laissés sans aucun langage, de sorte que tous les enfants seraient morts. Première question. Deuxième question, quant aux généticiens, on a récemment vu dans certaines revues des petits articles disant qu'on aurait découvert un gène de l'altruisme. À quoi cela correspond-il dans votre expérience? Troisième question extrapolée à partir de la première du gène, parce que je vous remercie vraiment d'avoir bien rappelé l'humanisme de Adam Smith et le fait qu'il y avait ce tiers et l'importance de l'État comme régulateur. Mais alors, comment expliquer, sinon par l'existence d'un gène de l'altruisme, le fait qu'on a laissé Reagan dire que l'État n'était pas la solution mais le problème, si ce n'est que les éthiciens et les philosophes sont particulièrement doués d'un gène de l'altruisme qui les rend très très gentils et que certains économistes ou politiques n'auraient pas ce gène de l'altruisme, donc ça les rendrait pervers. Merci. Alors Frédéric II de Haushofen a fait deux choses remarquables. C'est un des premiers expérimentateurs de l'histoire de la médecine. Et il a mené l'expérience que vous avez dite, effectivement, et qui, d'après, alors je ne sais pas si c'est vrai, a abouti à ce que les enfants ne parlaient pas et de fait, par ailleurs, sont morts en bas âge. En réalité, ils ont été laissés quasiment sans soin. Et on imagine bien que des enfants ont incontestablement besoin d'un soin maternel ou paternel, mais ont besoin d'un soin. Mais il a fait autre chose, Frédéric II de Haushofen, qui est tout à fait extraordinaire. Il s'est posé une question parmi les plus importantes de toutes celles qu'on peut se poser. D'ailleurs, hier soir, en quittant le dîner avec monsieur le maire, nous nous sommes posés, lui et moi, la même question, mais nous n'avons pas recouru au même subterfuge pour y répondre. Il se demandait, après avoir bien mangé, on avait bien mangé, est-ce qu'il vaut mieux aller se coucher tout de suite ou aller faire une promenade d'abord? Et avouez que c'est une question extrêmement intéressante. Alors, il a décidé de faire l'expérience, il a donné un très bon repas à 2 esclaves, et après que les 2 esclaves ont ingurgité le repas, il en a convié un à aller se coucher, et l'autre à aller faire une promenade, et après quoi il a fait mettre à mort l'un et l'autre, et il a fait examiner le contenu de leurs entrailles, pour regarder dans quel cas la digestion avait le mieux progressé. D'après d'ailleurs cette expérience dont je connais le résultat, il vaut mieux aller se coucher. L'autre question, gène de l'altruisme. Alors l'altruisme, vous savez, il y a 2 choses qui n'ont pas la même signification. Est-ce que certaines des manifestations de l'altruisme peuvent être modulées par des éléments génétiques ou extérieurs? Ça, c'est une question à laquelle il faut apporter des réponses. L'autre question, c'est, existe-t-il un gène de l'altruisme? Ça, c'est une autre question. Alors, je vais commencer à répondre à cette deuxième, parce que c'est le plus simple. Évidemment, non. Vous l'avez compris. Si chacun d'entre nous
n'avions pas une aptitude à l'altruisme, une capacité à l'altruisme, et toute l'éducation consiste à la développer, et l'éducation doit être mobilisée pour développer cette capacité, parce que cette capacité a une valeur ontologique indispensable à l'émergence de notre commune humanité, nous ne serions pas humains. Par conséquent, non, il n'y a pas un gène de l'altruisme. L'humain, le mammifère humain, a la capacité à l'altruisme. Maintenant, on connaît notamment des phénomènes hormonaux particuliers qui vont améliorer des manifestations de l'altruisme. Par exemple, énormément d'efforts et beaucoup de focalisation a été mise sur l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui a de nombreuses actions, qui est liée à la lactation, mais qui est liée également et qui intervient dans l'approfondissement du lien affectif, élément de la solidité des couples, et donc de la monogamie, ou son équivalent animal, par rapport à la plurigamie. Et on sait que même dans des expériences humaines, on arrive, par exemple, dans un jeu économique qui mime une transaction commerciale, on arrive, en faisant sniffer de l'ocytocine aux membres de ce jeu économique, à accroître la confiance qu'ils ont en leur interlocuteur. Les hommes politiques aimeraient bien utiliser l'ocytocine, mais enfin, il faudra se méfier. Donc, on peut certainement moduler effectivement certaines des manifestations de cet altruisme. Et peut-être existe-t-il, mais rien de définitif n'a été montré en ce domaine, peut-être existe-t-il une légère modulation sur un thème d'origine génétique, effectivement, des formes que prend la manifestation de cet altruisme. Question troisième. Alors, pour ce qui est de Reagan, alors je vous rappelle que le grand conseiller de Reagan était Milton Friedman. On ne comprendrait rien à Margaret Thatcher en oubliant qu'elle ne lisait qu'un seul livre, mais elle le connaissait par cœur. Qu'un seul livre, surtout un, effectivement. C'est Friedrich Hayek, un des derniers représentants de l'école d'économie de Vienne, et que Milton Friedman a été considérablement influencé Reagan, qui l'a fait venir parmi ses conseillers extraordinairement proches. Milton Friedman a été le conseiller de deux chefs d'État sur la politique desquels il a beaucoup joué, qui sont d'une part Pinochet, au Chili, il s'est rendu plusieurs fois au Chili, et d'autre part Ronald Reagan. Je vous ai dit qu'on avait également l'inaptitude à une certaine forme d'inhumanité. Et il y a dans la pensée de certains des économistes modernes incontestablement quelque chose qui, dans leur sphère disciplinaire, à mon avis, est du ressort de l'inhumanité. Une question devant monsieur. Je suis une dame. Alors, on a parlé beaucoup de parentalité, mais on n'a pas parlé de l'avenir de l'enfant. Et d'après mon expérience de vie, c'est très important pour l'enfant de connaître son héritage naturel. Alors, et d'avoir, en grandissant, une image de femme et d'homme. J'ai rien autrement contre les couples hommes-femmes, leur amour, mais est-ce qu'il ne manquera pas quelque chose à l'enfant, et surtout connaître les géniteurs biologiques? Parce que l'enfant, à un moment ou un autre, peut le désirer. Alors, la critique dont vous faites l'écho, madame, est la grande critique des psychanalystes à l'homoparentalité. Une école extrêmement importante de la psychanalyse, je crois la majorité des psychanalystes, sont très opposés
à toute évolution sur ce plan. Et leur argument fondamental est la complémentarité de l'image féminine et de l'image masculine pour l'édification de la personnalité de l'enfant. Et bien évidemment, cette présentation m'est extrêmement sympathique et je suis prêt à la considérer. Elle ne m'a pas convaincu totalement. Je ne suis pas sûr que, quoi qu'elle soit raisonnable, elle soit démontrée par les cas où les enfants n'ont pas la complémentarité dans leur entourage d'une image féminine et masculine. Il y a malheureusement, nous le savons, un nombre absolument considérable d'enfants qui sont dans des familles monoparentales, considérables. Heureusement, tous ces enfants ne sont pas voués à un destin qui est funeste. Ce qui est merveilleux et extraordinaire chez les enfants, c'est leur extraordinaire capacité de résilience. Moi, je trouve personnellement que les enfants s'adaptent beaucoup mieux à l'évolution des couples que les couples eux-mêmes. Dans les couples recomposés, souvent, les anciens conjoints qui se sont séparés, c'est dur. Pendant longtemps, il y a des images qui persistent. Et la vitesse avec laquelle les enfants voient l'intérêt qu'ils peuvent tirer de la situation, en jouant un foyer contre l'autre, en optimisant leur intérêt, la manière dont ils se coulent dans leurs deux chambres, leurs deux joujoux, leurs deux habitudes, a quelque chose qui, d'une certaine façon, est stupéfiant. Maintenant, pour votre autre question, vous avez oui raison. Non pas, je ne l'énoncerai pas comme vous l'avez fait. Je ne suis pas totalement certain que chacun d'entre nous a un besoin absolu de connaître la réalité de ses origines. En revanche, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand un enfant, un adulte, sait qu'il n'est pas l'enfant biologique de ses parents légaux, qu'il le sait pertinemment, alors dans un certain nombre de cas, la quête de leur géniteur biologique peut devenir une quête douloureuse. Et que, alors, il faut leur donner des éléments qui est un élément de réponse à cette recherche qui parfois peut devenir désespérée, quasiment obsessionnelle. Or, il est clair qu'un enfant né dans un couple de femmes ou dans un couple d'hommes, forcément, sera amené à savoir que si l'une de ces femmes est sa maman, l'autre n'est pas son papa, et que si l'un de ces hommes est son papa, l'autre n'est pas sa maman. Et donc, se poser la question de son papa et de sa maman. Et en effet, dans un tel cas, sans doute, il faudrait créer une forme d'information donnée, et l'anonymat ne me semble pas, dans ce cas-là, possible. Vous avez raison. Je ne généraliserai pas, car il y a aujourd'hui une espèce de terrorisme de la vérité biologique des origines. Vous savez, je suis généticien du temps où j'exerçais mon métier dans différentes disciplines. J'étais notamment généticien et avant que la contraception ait fait les progrès que l'on sait, le pourcentage des enfants qui n'étaient pas les enfants de leurs pères légaux était de 10%. Il est de notoriété publique que les femmes et les hommes s'attirent l'un l'autre. Il arrive de manière exceptionnelle que les hommes donnent des coups de canif dans le contrat, comme l'on dit. Pourquoi ne pas accepter qu'il arrivait jadis aussi, et qu'il arrive toujours, que les femmes donnent elles aussi des coups de canif dans le contrat? Le seul résultat, c'est que pour les femmes, avant la contraception, il pouvait s'en suivre évidemment une grossesse. Parfois, la solidité du couple n'était nullement mise en jeu, et cet enfant né d'un père biologique non connu du père, non connu des enfants, ne posait aucun problème, et le généticien qui serait précipité pour donner l'information à la famille aurait dû être mis immédiatement en prison ou au moins à l'asile, bien entendu. En revanche, quand on se pose la question, l'absence de réponse est une quête douloureuse, c'est vrai. Monsieur ?
Oui, merci pour votre exposé, bien sûr. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un sujet qui a fait partie d'hier et d'avant-hier de différentes facettes. C'est celui de la fin de vie. Vous avez écrit sur ce thème. Vous nous avez parlé aussi du principe d'autonomie. Alors, la bonne éthique est-elle celle des pays du Benelux qui autorisent l'aide active à mourir à ceux qui sont en impasse médicale, bien sûr, ou la bonne éthique pour vous est-elle celle de la législation française et qui ne le permet pas? Merci. Merci. Alors, tout d'abord, entendons-nous bien que nous parlions de la même chose. Je dis souvent que lorsqu'un médecin a perdu la capacité de guérir un malade, voire même de le mettre en rémission, mais que le malade est encore vivant, le médecin est loin d'être déchargé de sa responsabilité envers son patient. Il se doit de l'accompagner et d'éviter à tout prix qu'il ne souffre. La souffrance endurée, qui est toujours aujourd'hui une souffrance évitable, est un absolu scandale. Et celui qui laisse un patient endurer une souffrance peut être considéré comme un délinquant. Donc je suis extrêmement ferme sur ce point. Et je suis à ce point ferme que la mise en œuvre des moyens d'éviter la souffrance est une exigence première devançant de loin celle de prolonger la vie. Et par conséquent, la loi Leonetti qui autorise, dans des cas limites, à endormir la personne sans continuer de l'alimenter et de l'hydrater, et donc la conduire à sa fin en quelques jours, je l'ai discuté avec Jean Leonetti et je suis totalement favorable à cette loi et à son application réelle. Ça veut dire également que si j'étais persuadé que la seule manière d'éviter ces souffrances endurées par un patient en fin de vie était de commettre un geste dont le but était d'interrompre sa vie, alors dans ce cas-là, je m'y résoudrais. Mais je considère que tel n'est pas le cas. En revanche, vous avez raison, des personnes peuvent vouloir interrompre leur vie comme manifestation de leur autonomie, dans une considération philosophique rappelant un peu le stoïcisme antique. Être maître de sa vie tout au long de sa vie et jusqu'à déterminer soi-même le moment et les conditions de sa fin. Grand idéal multimillénaire. La légitimité de cet idéal n'induit pas l'obligation pour la société de donner la mort dans ces cas-là. Nombre sont les libertés individuelles qui n'obligent pas l'État d'y pourvoir. Très loin et à l'opposé de la mort, il y a la liberté qu'a chacun d'entre nous de s'engager dans une relation sexuelle. J'ai très envie de m'engager dans une relation sexuelle avec je ne sais pas qui. Cela étant dit, ce n'est pas à l'État immédiatement de me procurer la personne qui me permettra de le faire. Ça, c'est extrêmement important. La reconnaissance de la légitimité d'une liberté individuelle n'induit pas l'obligation pour l'État d'y pourvoir. L'État a une obligation, c'est d'éviter la détresse et la souffrance. Et donc, l'État doit tout mettre en œuvre pour éviter la souffrance. Toute mon expérience de médecin m'indique que quand une personne demande à mourir, ce qu'elle dit avant tout, dans un cri de détresse épouvantable, c'est que la vie qu'elle subit au jour où elle vit, la vie qu'elle anticipe pour le lendemain, lui est à ce point totalement insupportable que rien ne peut justifier qu'elle soit enjointe de le supporter. Et que par conséquent, elle veut arrêter là les frais. Face à cette personne qui se trouve dans cette situation,
il faut considérer qu'elle n'est pas du tout dans une situation de liberté telle que je l'ai considérée initialement. Cette personne ne voit pas ce qu'elle pourrait désirer d'autre que mourir. Dans ce cas-là, la première des formes, la première des manifestations de la solidarité est de voir dans quelles conditions il est possible de rétablir les conditions d'une vraie liberté. C'est-à-dire un choix entre une vie encore quelques jours parce qu'elle peut apporter des plaisirs, ou alors effectivement la mort immédiatement. Pour terminer, vous avez compris, je ne suis nullement appétant à ce que l'on se mette à énumérer dans le droit français les exceptions à une règle générale qui me convient fort bien, qui est qu'il est interdit de tuer son prochain. C'est-à-dire, il est interdit à chacun de commettre un geste dont le but est de tuer son prochain. Il y a déjà une exception, vous le savez, c'est la guerre. Je ne suis pas partisan que l'on en mette une deuxième. En revanche, je ne suis pas partisan non plus que l'on s'engage dans une espèce de course à l'acharnement procédural. Aujourd'hui, des actes d'euthanasie qui vont en justice peuvent aller jusqu'aux assises, au terme desquelles, quand l'euthanasie est pure, on va dire, l'acquittement est constant depuis 50 ans. Depuis 50 ans, personne n'a jamais été condamné pour euthanasie. Il n'empêche qu'on va jusqu'aux assises et que c'est peut-être inutile. Et que je suis assez partisan que l'on imagine dans le droit français un équivalent un peu de ce qui existe pour l'homicide en état de légitime défense. Si un voleur de nourriture s'introduit dans votre villa la nuit et que vous le tuez, vous irez en justice, vous serez jugé et condamné, c'est juste. Le fait qu'on vous vole ne vous autorise pas à tuer votre prochain. En revanche, si vous vous sentez menacé et qu'on peut montrer que vous êtes menacé, il y aura naturellement une instruction, mais l'instruction s'interrompra parce qu'on considérera que vous étiez en état de légitime défense. Personnellement, je suis assez favorable à ce que l'on imagine une procédure de même ordre pour des actes d'euthanasie qui sont vraiment des actes solidaires, évitant l'acharnement procédural. Voilà ce qu'est ma position. Question au fond de la salle. Axel Kahn, vous faisiez référence à votre expérience de médecin. Vous avez été pendant une vingtaine d'années non pas aux urgences pendant 20 ans, 10 ans, rappelez-nous. Et vous avez été confronté directement à ces questions-là, et notamment avec des nombreuses personnes qui avaient fait des tentatives de suicide et en fait que vous avez ramené à la vie, et certains non. Et ça vous a fait changer. Ça m'a terriblement marqué. Je vais vous raconter une histoire réelle. On est le 11 décembre. On est le 11 décembre, on sera bientôt le 24 décembre. Ici, le 24 décembre, j'imagine, dans les maisons tropéziennes, dans les villas tropéziennes, on va faire ou dans les établissements tropéziens, on va mener grand train, on va faire grande fête. Et puis on peut imaginer également que quelque part, à Cogolin, à la Garde-Freinet, dans un village un peu plus loin, il y ait une femme seule qui se rappelle qu'elle a connu elle aussi des Noëls merveilleux et puis qui là vit chichement parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens et donc n'a pas tellement pu améliorer l'ordinaire au-delà des pommes de terre à l'eau, des nouilles et de la tranche de jambon qui est son quotidien, et qui, à l'idée de cette joie débordante qu'elle imagine et dont elle se souvient ailleurs, soit prise d'une grande dépression et qu'elle tente de se tuer. Si je le dis, c'est que la vieillesse et les périodes de fête correspondent à un pic extraordinaire de tentatives de suicide. J'ai connu ça. J'étais de garde de réanimation dans un centre de réanimation lourde, polyvalente, et on m'a amené une dame dans l'état que je vous dis, une Parisienne en l'occurrence, qui un soir de 24 décembre avait pris un couteau de cuisine et se l'était enfoncé jusqu'à la garde dans le thorax. Heureusement, les lames des couteaux de cuisine ne sont pas très grands, et donc elle n'avait fait que chatouiller son cœur. Elle n'avait pas traversé la paroi cardiaque.
Néanmoins, elle était en grande détresse. Sa vie était menacée parce qu'elle avait fait ce qu'on appelle une tamponade cardiaque, car elle avait provoqué une hémorragie dans l'enveloppe péricarde entourant le cœur, et l'accumulation du sang dans le péricarde créait un phénomène qu'on appelle de tamponade, empêchait les battements cardiaques et elle allait mourir. À l'époque, j'étais très habile et un réanimateur expérimenté, et d'une décision vraiment leste et d'un geste sûr, j'ai planté une aiguille pour évacuer l'épanchement péricardique et je lui ai sauvé la vie. Et après, elle allait très bien, merci. Et les parents, la famille, elle avait une famille nombreuse, a été totalement épouvantée de ce qu'avait fait cette femme. Et après qu'elle est rentrée chez elle, plus jamais ne la laissait seule. Tous les jours, un membre de la famille téléphonait. Et au moins une fois par semaine, une petite fille, une arrière-petite-fille, les enfants passaient. On l'invitait le dimanche, ou alors on venait manger chez elle le dimanche en apportant les victuailles. Évidemment, on l'invitait à Pâques, à Noël, aux anniversaires, etc. Et d'après ce que je sais, plus jamais cette femme n'a récidivé. Et elle est morte des années après, comme on dit, de sa belle mort. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et je ne parle pas évidemment de la fin de vie. Je parle du suicide assisté, une personne qui est désespérée. Une des raisons très importantes pour, dans tous les cas, essayer de soigner ces personnes, c'est qu'une grande proportion des personnes qui ont voulu de toute leur force se tuer et ont exprimé leur liberté ainsi, quand elles ont échoué à le faire, aiment éperdument la vie. Je me rappelle un autre épisode, je vous l'ai raconté, Dominique, qui m'est arrivé auparavant, j'avais 26 ans. Là, j'étais en garde de porte, comme on dit, la garde de médecine générale à l'Hôtel-Dieu de Paris. Un jeune médecin arrive, il a 30 ans, et il me dit, voilà, j'ai pris 250 comprimés de cet antidépresseur qui, à ces doses-là, nous le savions à l'époque, ne pardonnait pas. Aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé des méthodes et peut-être aujourd'hui aurait-il pu être sauvé. Et il me dit, voilà, j'ai pris ça, je sais que je vais mourir, mais maintenant je ne veux plus. Donc tu te débrouilles. Ça s'est passé exactement comme cela, je vous le promets. Et je me rappelle bien, je lui ai mis immédiatement une perfusion, j'ai fait un lavage gastrique, bien entendu. Lorsqu'il s'est mis à s'endormir, je l'ai intubé, je l'ai mis sur respirateur artificiel, puis il est mort quand même. Je me suis battu de toutes mes forces, mais il est mort quand même. Et je me suis demandé, c'est quoi la liberté ? Certes, il avait la liberté de prendre ses 250 comprimés, on ne l'a pas empêché. Mais la liberté, l'autonomie, c'est non seulement prendre une décision, mais également pouvoir changer d'avis, à une condition, n'être pas mort avant. Question au fond de la salle. Une question au fond de la salle. Question troisième rang. Vous pouvez lever le bras, on ne vous distingue pas du tout. Ah, voilà, c'est monsieur. Oui, je voulais savoir si le chien a été reconnaissant à votre égard. Ce qui, sur le plan moral, me semble normal. La différence entre le chien et moi, c'est que moi, je peux effectivement me décréter les devoirs que j'ai envers le chien. J'en suis responsable. En revanche, le chien n'est nullement responsable de moi. Et c'est d'ailleurs un des fondements de la différence entre lui et nous, et qui fonde notre humanité. Vous avez discuté de l'éthique des animaux hier. J'aurais aimé y participer, car c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit également, et cela m'aurait totalement passionné. Quelle que soit la proximité génétique et même comportementale entre nos frères les animaux et nous, il n'empêche qu'il y a une rupture tout à fait considérable. C'est-à-dire que nous sommes dotés de capacités nous amenant à être totalement conscients de la valeur morale négative, de la souffrance des animaux, dont nous savons qu'elle est physiologiquement, neurobiologiquement, assez semblable à la souffrance que nous éprouvons. Nous le savons tellement que pour mettre au point de nouveaux antidépresseurs,
de nouveaux neuroleptiques, de nouveaux médicaments antidouleurs, nous prenons des modèles animaux. Cela veut dire que nous sommes persuadés que la nature de la détresse, du stress et de la douleur animale est identique à ce que nous ressentons. Et ayant conscience de cette identité entre le stress et la douleur animale, nous savons que si néanmoins nous l'infligeons à l'animal, nous ne pouvons pas nous exonérer de nos responsabilités. Nous en sommes responsables. En revanche, l'animal, et même le chimpanzé le plus éduqué, a nullement cette conscience de la valeur morale de ma douleur. Et en conséquence de quoi, la différence entre moi et lui, superbe animal que le chimpanzé, la grande différence, c'est que moi je suis responsable de lui. Je ne peux pas exiger qu'il soit responsable de moi. Il y a tout de même une asymétrie des sentiments moraux entre lui et moi. Cette asymétrie, j'aimerais que vous alliez encore plus loin. Vous nous disiez ce que vous pensez de tous ces travaux qui s'efforcent de trouver des fondements naturels à la morale et qui, justement, cherchent ce qui, déjà, chez les animaux, serait une première traduction d'une d'une pré-morale. Alors, la question est intéressante et complexe. Vous avez compris, je ne l'ai pas explicité, mais comme je vous voyais extrêmement attentif, et donc je vous savais tout à fait au courant de ma pensée. Vous avez compris que je n'hésite pas à parler de morale et j'accepte de ne pas parler uniquement d'éthique, que pour moi est bien tout ce qui procède de l'évidence de la valeur de l'autre et tout ce qui met en doute cette valeur, tout ce qui la menace, tout ce qui la néglige totalement, est une action qui est mauvaise. Donc, j'ai réellement une morale, je sais ce qu'est la voie bonne, c'est la voie au terme de laquelle il y a le souci de l'autre. Dès lors, on pourrait considérer que tout comportement altruiste est bon, bien entendu. Or, des comportements altruistes, on en connaît chez les animaux. Il suffit de se rappeler le merveilleux poème stoïcien « La mort du loup » d'Alfred de Vigny pour bien se rappeler que le loup, faisant face à la meute et aux chasseurs, endurant les morsures qui le déchirent, les traits qui le transpercent, et mourant fièrement, sans avoir frémi, après que la louve et les louveteaux se soient mis à l'abri, a un comportement altruiste qui est un comportement profondément bon. Cela étant dit, les généticiens n'ont pas manqué de dire que c'était l'intérêt génétique du loup de se comporter ainsi. C'est-à-dire que, après tout, ces louveteaux portaient ces gènes et que s'il arrivait à éviter que les louveteaux ne fussent, excusez-moi madame, massacrés, alors il perpétuerait son lignage, alors que dans le cas d'un massacre généralisé, lui fuyant, le bénéfice génétique serait bien moindre. Ça, c'est tout ce que l'on a, tout ce qui a été défini autour de cet pseudo-altruisme de la filiation. L'avantage lié à la filiation. Dans le monde animal, les comportements altruistes souffrent systématiquement de cette possibilité de considérer qu'ils ont une valeur adaptative avantageuse. Et dès lors qu'un comportement, entre guillemets, moral, a un comportement adaptatif avantageuse, soit parce que c'est une manière de se préserver soi-même en renforçant le groupe, soit parce que c'est une manière de préserver ses gènes et donc sa descendance, il y a au moins un doute pour indiquer que la morale n'est qu'un avatar du mécanisme de l'évolution. En revanche, c'est vrai que quand j'ai délivré mon chien
ce matin, rien de tel n'existait. Et que, à dire vrai, je suis sûr que plusieurs cabots sont passés près de cette grille et sont arrêtés sans y prêter attention. Alors même qu'ils auraient pu, avec leur croc, après tout, essayer de soulever la grille pour délivrer, après tout, c'était un de leurs corélégionnaires, un des leurs. Ils étaient plus liés à lui que moi. Il n'empêche que c'est moi et les trois dames, moi, ma femme et les trois dames, qui nous sommes arrêtés. Si bien que le sentiment moral dont je parle est notablement différent de cette base naturelle évolutionniste de la morale à laquelle vous faites allusion. Merci. Monsieur. Ah, madame. Oh. Décidément. Ma question concerne le tourisme procréatif, dont vous avez dit ce qu'on en pense du point de vue éthique, mais qui semble malheureusement, entre les différents pays, fonctionner suivant un système commercial de trafic, de loi d'offre et de la demande. Bon, en France, nous avons la loi de bioéthique, vous êtes bien placé pour le savoir, et qui est révisible pour s'adapter justement à l'évolution des circonstances. Mais que peut-on imaginer de faire pour lutter contre ce problème qui est international, pour limiter ce tourisme commercial dégradant et qui aboutit à exploiter des esclaves, comme vous l'avez dit? Alors, deux éléments. En règle générale, vous avez remarqué, des fois je réponds en 3 points, mais le plus souvent en 2 points. Donc là, je vais répondre en 2 points. Tout d'abord, dans la loi, et souvent on perd cela de vue. Dans la loi, il y a 2 finalités. Une des finalités est certainement d'interdire les actions que l'on considère comme défavorables au consensus social, défavorables au contrat social, défavorables aux règles du vivre ensemble. Et puis il y a également une autre vertu importante, qui est une vertu pédagogique. À travers la loi, une collectivité indique des valeurs qui fondent à ce point le consensus social, qu'il convient que la loi considère que ne pas obéir à ce consensus est socialement une transgression. Et ça, c'est l'intérêt des lois, même quand évidemment elles sont controversées, contre-tournées. Après tout, le crime est interdit, mais on tue tous les jours. Cela étant dit, un monde où le crime serait autorisé et le monde où le crime est interdit, mais néanmoins perpétué, ce n'est pas le même monde, bien entendu. Ce n'est pas le même monde. Donc, si par hasard nous considérons que telle pratique procréative profondément choque la vision que l'on a de la valeur des personnes, on doit savoir le dire, y compris à travers la loi. Y compris à travers la loi. Dans certaines conditions, il faut voir quel est le degré de généralité ou le non-degré de généralité, dans certaines conditions, on a su surmonter la transgression touristique de cette loi qui s'applique évidemment dans un contexte national, qui est la pédophilie, du tourisme sexuel en Thaïlande ou ailleurs. Si quelqu'un est convaincu d'avoir été bénéficié des services de jeunes garçons et de jeunes filles en Thaïlande, et qu'on peut le prouver, il peut être poursuivi et condamné en France, alors même que le délit a été perpétué en Thaïlande. D'une certaine manière, il m'apparaît, évidemment en sachant mesure gardée, mais il m'apparaît que cette approche est intéressante. Si on considère éventuellement qu'une pratique est profondément attentatoire à l'idée que l'on se fait de la dignité d'une personne, alors il faut savoir en tenir les délinquants comme responsables, même quand ils y ont eu recours à l'étranger.
Voilà un peu une piste de réflexion. J'aimerais revenir sur cette question qui a d'ailleurs été évoquée hier, je ne sais pas si elle est dans la salle, Valérie Sebag, où c'était une question de quelqu'un dans l'auditoire. Suite à ces pratiques, naissance d'enfants et les problèmes qu'on connaît actuellement d'état civil pour ces enfants. Qu'est-ce que vous proposez? Alors moi je suis partisan, c'est compliqué parce qu'il y a, vous savez, le diable est dans les détails et au point de vue légal, législatif, c'est d'une extrême complexité. Mais les bases de la réflexion, et il faut arriver à trouver une solution, c'est qu'il ne faut pas infliger aux enfants la double peine. En d'autres termes, face à... Si la loi française, et il faut qu'il y ait un débat démocratique, moi je vous dis ce que je pense, mais je suis profondément démocrate, et si la majorité du peuple français considère que j'ai tort, eh ben, la loi française sera différente. Mais si, et c'est le cas aujourd'hui, si la majorité du peuple français considère que ramener des femmes à ce statut d'utérus sur pattes, délinquant si elles s'éprennent du fruit de leurs entrailles, est incompatible avec le respect de la féminité de la femme, alors il faut que l'on interdise d'acheter, de louer un ventre à cette fin-là. Il faut qu'on l'interdise, et auquel cas, y avoir recours à l'étranger doit être un délit, et par conséquent, la poursuite au moins symbolique de ceux qui y ont eu recours en utilisant le tourisme procréatique me semble, je l'ai répondu à monsieur, une voie. Maintenant, les enfants sont là. Il ne faut pas que les enfants soient les victimes de ce délit, bien entendu. Et donc, je serais assez partisan d'une évolution de la législation qui envisage une poursuite symbolique des parents qui ont eu recours à cela à l'étranger. Si c'est mal à l'intérieur de nos frontières, c'est mal également à l'extérieur, et il n'y a pas de raison de le traiter différemment. Et que, par ailleurs, on essaye de faciliter, autant que faire se peut, d'éviter tout ce qui peut s'opposer à la meilleure intégration des enfants. Et par conséquent, de ce point de vue-là, si l'inscription à l'état civil est un élément important d'intégration dans la famille dont je conviens facilement, alors il ne faut pas hésiter à aboutir à cela. Monsieur. Eh bien, quelle éthique pour notre société? Nous avons entendu donc le point de vue des généticiens, médecins, philosophes, ingénieurs. J'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. À l'heure où l'avenir de l'humanité est en jeu dans les prochaines décades, il aurait été, à mon avis, intéressant qu'un homme politique soit présent pour répondre aux questions justement de cet avenir. Alors, je ne vais pas vous répondre pour une fois. Je ne vais pas vous répondre, mais je vais vous indiquer ce qu'est ma conclusion réitérée. Maintenant, je me lasse moi-même d'y avoir recours. J'ai été le parrain, compte tenu de ma carrière, de ma situation, j'ai été le parrain d'à peu près, n'exagérons rien, de la majorité des promotions des plus grandes écoles françaises. Polytechnique, les mines, HEC, ESSEC, etc., etc. L'INAPG, etc. Et en règle générale, je conclus en disant aux jeunes, vous êtes des femmes et des hommes absolument formidables. Vous avez réussi à être diplômés d'une très grande école, ce qui montre que vous avez su consentir des efforts dignes de tous éloges, que vous avez des moyens intellectuels. Maintenant, vous avez des éléments importants pour être maître de votre vie, de votre destin, mais également parce que vous serez à des postes de responsabilité, d'être aussi un peu maître de l'avenir du monde. D'ailleurs, de ce pouvoir-là, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et en général, quand je pose cette question, je vois une assistance totalement sidérée. Car on ne leur a jamais dit qu'il convenait de se demander ce que l'on voulait faire du monde.
On leur a appris comment l'on pouvait réussir sa vie, à soi. Mais en quoi l'on était aussi garant, avec des millions, des centaines de millions, des milliards d'autres personnes, que l'on était aussi garant, et eux plus que d'autres, compte tenu de leur fonction de responsabilité future, du monde qui se construisait, et donc la manière dont on voulait le construire, c'est simplement une idée qui a cessé de transparaître. Bien évidemment, se poser la question du monde que l'on veut construire, c'est typiquement un questionnement politique. C'est quoi la politique? Que devrait être la politique? C'est la proposition de solutions dans la gestion de la démocratie, de l'État, dont on considère qu'elle est la plus propice possible, à quelque niveau que ce soit, la commune, la région, l'État, l'Europe, que sais-je, qu'elle est le plus propice que ce soit à l'épanouissement de la vie de ses concitoyens. Le politicien qui dirait « Vous savez, si vous me laissez faire, eh bien demain, tout sera plus compliqué, plus dur, vous vivrez de moins en moins bien, le monde sera de plus en plus violent. » Honnêtement, il serait bon qu'il ne fût pas élu. Bien entendu. Et je termine ces propos en leur disant, on prétend très souvent que vous n'avez pas à vous poser ces questions de ce que vous voulez faire de votre savoir parce que d'autres y pourvoient pour vous. Ce n'est pas votre problème. Il y a des règles intangibles. On ne peut pas faire autre chose. Et je leur dis, ne les croyez pas, il n'en est rien. Ceux qui vous disent cela ont intérêt à vous le dire. Ils y trouvent leur intérêt personnel. Ne croyez rien. Je leur dis, si vous laissez les choses aller en pilotage automatique, ou au moins pilotage de ces intérêts-là uniquement, en effet, le monde qui s'avance est plein de fureur et de rage et de défis et de sang, et n'inspire guère l'optimisme. Et j'ajoute en disant, écoutez, ne les croyez pas, osez vouloir. Osez vouloir. Si vous osez vouloir, alors, mais à cette condition-là seulement, vous pourrez peut-être. S'il y avait des hommes politiques dans la salle, il n'y en a pas. Et s'il y en a d'ailleurs, votre mère est un homme politique. S'il y avait d'autres hommes politiques que votre mère, des hommes politiques en charge de l'État, je leur dirais, osez vouloir un monde dont vous seriez capable de nous indiquer qu'il est propice à l'épanouissement de nos enfants et de nos petits-enfants. Osez vouloir. Vous nous dites que la crise est cruelle. Vous nous dites qu'il faut qu'on la surmonte, c'est très bien. Mais surmonter la crise, essayer de rétablir des équilibres, ce n'est pas une fin en soi. C'est simplement rétablir des possibilités. Mais à propos, la possibilité de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Voilà ce que serait mon message à un homme politique important s'il était dans la salle. Merci. Je crois que nous allons profiter de cette dernière phrase pour clore cette session et remercier bien chaleureusement Axel Kahn. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci.